Ok, l'heure est très très grave. T'as 1,7 million d'utilisateurs qui ont du jour au lendemain été interdits d'utiliser leur crypto. On a littéralement coupé leur liberté. Et c'est juste de t'imaginer le truc. Tu te réveilles, tu veux retirer tes cryptos, et là, la plateforme te dit non, tu n'as pas le droit. On est au bord de la faillite, donc on a pris tes cryptos en otage. Et dans ta tête, tu te dis mais comment ça? C'est pas censé être ton job de gérer mes cryptos de manière sécurisée? C'est pour ça que je t'ai confié mes cryptos. Tu es censé être pro, faire ça H24, et là tu commences à bégayer, tu me parles de conditions de marché extrêmes, de problèmes de liquidité. C'est vraiment l'incompréhension la plus totale, c'est scandaleux, et quand j'emploie le terme scandaleux, c'est vraiment un euphémisme. Mais malheureusement, c'est exactement ce qui est en train de se passer, et c'est probablement que le début. Je ne vais pas te faire peur, mais tu vois, c'est extrêmement important de comprendre ce qui est en train de se passer pour ne pas ou pour ne plus se faire avoir. Parce que actuellement, tu as littéralement des géants qui se sont fait des millions sur le dos de leurs clients pendant le bull run, pardon, qui là sont en train de les embarquer dans leur chute pendant le bear market. Et ça, c'est inacceptable, c'est pas normal. En tout cas, cette semaine, il y a énormément de rebondissements. Comme d'habitude, c'est très intense. Donc tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime et à t'abonner. On va commencer en parlant de l'état du marché. Bon, c'est rouge, hein, le marché continue de saigner comme jamais. Tu as le Bitcoin qui est passé en dessous des 20K, l'Ether qui a atteint les 3 chiffres. C'est très très chaud. Plus on descend, plus tu as des personnes qui quittent le navire, et tu vois, c'est vraiment la période où il faut se demander pourquoi on est là. Bon, ok, tout le monde veut faire des gains, personne aime perdre. Mais je pense qu'actuellement, ceux qui restent, malgré le fait qu'on prenne très cher, ce sont les personnes qui croient au potentiel des cryptos et qui ne se laissent pas abattre par une baisse aussi brutale et violente soit-elle, car nous sommes convaincus que le futur des cryptos sera brillant. Et c'est vrai qu'actuellement c'est très chaud parce qu'il y a même les médias mainstream qui allument les cryptos. Mais bon, tranquille, au calme, on garde nos convictions testostéronées, comme l'a très joliment dit le média Libération. Et puis, t'as capté, frère, on bouge pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, je vais quand même te parler de deux gros scandales qui ont retourné la cryptosphère, qui ont mis la cryptosphère dans un état de choc. Mais on va y aller crescendo, tu vois. On va commencer dans la catégorie NFT Metaverse. Tu as Meta qui a encore frappé. Là, ils ont annoncé un gros partenariat avec plusieurs enseignes de luxe. Le projet, c'est de créer une marketplace digital fashion qui sera intégrée à Instagram dans quelques mois. Et le but, ce sera de pouvoir acheter des vêtements digitaux pour nos avatars. Bon, perso, je ne suis pas encore emballée par le concept de vêtements digitaux. Mais bon, c'est intéressant de voir qu'il se développe. Même si, je te le rappelle, il ne faut pas que Meta soit une des entreprises leaders du métaverse. Il y a plein d'autres entreprises qui se sont créées dans le Web3 qui méritent d'être leaders. Maintenant, on va parler de Tagger, la marque de luxe de montres qui va lancer une fonctionnalité pour afficher les NFT sur ses montres. Donc quand on sait que les gens aiment bien flex avec leurs NFT photos de profil qui ont acheté à plusieurs milliers voire millions, c'est assez intéressant, tu vois, ils auront une manière de plus de mettre en avant leurs fameux NFT. Tu as Qatar Airways qui va se lancer dans le métaverse. Il y avait déjà Emirates qui avait annoncé accepter les paiements en Bitcoin et sa volonté d'intégrer les NFT sur leur site internet. Là, tu as Qatar Airways qui est passé à l'action et qui propose maintenant une expérience métaverse. C'est encore le début, mais ça annonce que du positif pour l'avenir du métaverse. Tu as également La Poste qui va se lancer dans les NFT avec Binance, donc bien sûr on valide. Maintenant dans la catégorie c'est le bear market, mais je budle, je délivre. Tu as déjà le magazine 20 minutes qui a lancé la première édition de son magazine consacré au Web3, 20 minutes, donc c'est intéressant. Tu as également le fondateur de Binance qui a teasé une nouvelle fonctionnalité, on dirait que c'est une sorte de Uber intégré à Binance,
affaire à suivre. Pour le moment, c'est très mystérieux. Mais en parlant de Binance, alors qu'actuellement tous ses concurrents sont en train de licencier, Binance, c'est une des rares entreprises qui recrute comme jamais. Et le fondateur avait mis en avant le fait qu'il ne soit pas impacté par le bear market parce que pendant le bull market, ils ont dû faire beaucoup de sacrifices et là, on voit que les sacrifices paient. Par contre, il y a quand même un truc assez chelou, pas très net qui s'est passé sur Binance. Je t'en parle tout à l'heure. Mais avant ça, on va rester dans la catégorie des entreprises qui budgent et qui délivrent pendant le bear market en parlant de Conto, la néobanque des entreprises qui s'est associée à CoinHouse pour permettre à ses clients d'investir une partie de leur trésorerie en crypto. Et tu vois, ça répond vraiment à une demande de leurs clients qui sont vraiment friands des cryptos et qui veulent investir en crypto, malgré le fait que ce soit une période très noire pour les cryptos. Maintenant, on va parler de stablecoin avec Circle. Donc Circle, ce sont les fondateurs de l'USDC. L'USDC qui est actuellement le deuxième plus gros stablecoin en termes de market cap. Ils ont annoncé lancer leur stablecoin euro et le PDG sait très bien ce qu'il fait. Il a bien fait comprendre. Il existe une demande claire sur le marché pour les monnaies digitales adossées aux euros. En plus, l'euro, c'est la deuxième devise la plus échangée après le dollar américain. Donc, il y a une opportunité et ils veulent tout simplement la saisir. Bon, actuellement, il y a déjà des stablecoins euros sur le marché, mais ils ne sont pas très utilisés, tu vois. Et le comble, ce serait que le premier stablecoin euro soit détenu par un Américain, mais c'est probablement ce qui va se produire. En tout cas, il y a un fort potentiel pour que ça arrive, parce qu'on voit que les Américains sont dans l'action et les Européens sont dans la conversation, mais bon, c'est la vie. Maintenant, on va parler de notre pote Elon. Ça fait longtemps. En fait, là, tu as Keith Johnson, une personne qui a perdu énormément d'argent en tradant le Dogecoin, qui porte plainte contre Elon Musk. Ça se passe bien sûr aux États-Unis. Donc, Johnson accuse Elon de présenter le Dogecoin comme un investissement sérieux. Bon, perso, je me demande comment on peut penser que le Dogecoin soit un investissement sérieux. C'est un autre débat, mais si jamais tu as des pistes, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Donc du coup, Johnson veut représenter toutes les personnes qui ont perdu de l'argent en tradant le Dogecoin et il demande entre autres 86 milliards de dollars de dommages et intérêts, une ordonnance empêchant Elon Musk et ses entreprises de promouvoir le Dogecoin. Et il veut également que le Dogecoin soit considéré comme un jeu d'argent, donc gambling, aux États-Unis et à New York. Quelle a été la réaction d'Elon Musk? Je pense que tu t'en doutes. Il a agi en mode thug life, c'est un gamin. Hein. Il a dit sur Twitter qu'il allait toujours supporter le Dogecoin. Maintenant, on va aller dans la catégorie « Je suis un stablecoin, ma valeur est toujours égale à $, t'inquiète ». Dans cette catégorie, tu as deux stablecoins qui ont des pegs, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur parité au dollar. Premièrement, tu as le fameux USDD, mais bon, à Skip, la fondation Tron a les reins solides pour réinjecter de l'argent et maintenir le peg, donc tout devrait bien se passer. Mais bon, la question c'est jusqu'à quand? Est-ce qu'on va avoir un UST et voir l'USDD cracher pour atteindre les 1 centime? Et l'autre question aussi, c'est pourquoi le PEG n'est toujours pas revenu alors que ça fait 6 jours? Bref, l'autre stablecoin, c'est MIM, donc Magic Internet Money. Il est descendu à 92 centimes. On espère que la magie d'Internet opérera pour restaurer son PEG. En tout cas, on voit que les stablecoins sont en train de jouer avec nos émotions, comme si la chute du Bitcoin et des alts n'était pas suffisant. En tout cas, on peut aussi maintenant dire que les stablecoins qui dépèguent, ça commence à être la routine. Et c'est pour ça que je ne sais pas si c'est une bonne chose d'investir dans des stablecoins très exotiques, surtout si on voit au stablecoin une forme de sécurité entre guillemets. Même si la diversification, elle est selon moi nécessaire, mieux vaut rester sur des stablecoins sûrs qui ont déjà fait leurs preuves comme l'USDC, le DAI, le BUSD. Bon, aucun conseil en investissement, NFA d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va aller dans la catégorie « Je suis un protocole DeFi, je me suis déjà fait hacker 15 millions et je remets ça ». Dans cette catégorie, tu as Inverse Finance qui a été victime d'une attaque flash loan qui lui a fait perdre 1,5 million de dollars.
Donc on va essayer de comprendre très rapidement et très simplement ce qu'est une flash loan. Donc flash, ça fait référence à quelque chose de très rapide. Loan, c'est un emprunt. Et pour faire très simple, en fait, le flash loan, c'est une manière de faire un emprunt et de le rembourser dans la même transaction. C'est assez particulier, je t'en parlerai dans une vidéo dédiée. Mais là, on voit que même une plateforme qui s'est déjà fait hacker 15 millions de dollars peut se faire hacker encore une fois quelques mois plus tard. Donc en gros, tu peux être vacciné mais toujours te faire attaquer. Maintenant, parlons enfin de la fameuse affaire Celsius. Déjà, Celsius, en quelques chiffres, ils se sont lancés en 2017. C'est une plateforme centralisée où tu peux déposer tes cryptos et avoir un rendement garanti, entre guillemets. C'est censé être une plateforme sécurisée, prometteuse, qui prône la transparence et c'est censé être la meilleure plateforme CeFi. Et en gros, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font travailler tes cryptos à ta place sur la DeFi et en contrepartie, ils prennent une commission sur les rendements générés. Leur concurrent, c'est BlockFi, Nexo. Ils ont 1,7 million d'utilisateurs. Ils ont 12 milliards de dollars sous gestion, donc c'est beaucoup. Ils ont levé 750 millions de dollars en novembre à une valorisation de 3,25 milliards de dollars. Donc ce sont des chiffres qui font tourner la tête et pourtant ça a l'air d'être une entreprise sûre qui a les reins solides, mais dimanche dernier ils ont littéralement bloqué les fonds de leurs utilisateurs en citant des conditions de marché extrêmes, des problèmes de liquidité. Et là on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là? Ce qui a vraiment causé leur descente aux enfers, c'est le token STETH de Lido Finance. Donc avant d'aller plus loin, on va faire une pause et on va faire les présentations. Lido Finance, c'est une plateforme de liquid stacking. En fait, elle permet à ses utilisateurs de bloquer de l'ETH contre de l'STETH qui reçoivent un token qu'ils peuvent réutiliser sur d'autres plateformes. Également, quand ils bloquent de l'ETH, ils reçoivent en rendement. Mais si on se concentre sur le fameux STETH, c'est un token qui est censé être pégué à l'ETH. Donc, un STETH est censé être égal à un ETH en théorie. Et actuellement, les STETH sont bloqués et ils pourront être échangés contre de l'Ether après la mise à jour de la blockchain Ethereum dans 6 mois si tout se passe bien. Et concernant Celsius, le problème c'est qu'ils avaient 475 millions de dollars en STETH, donc en argent bloqué qu'ils ne peuvent pas retirer maintenant parce qu'ils doivent attendre la mise à jour d'Ethereum. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà, le STETH a perdu sa parité à l'ETH pour descendre jusqu'à 0,94 ETH. Suite à cela, les conditions du marché qui se détériorent ont fait que beaucoup de personnes ont voulu retirer leurs Ethers de la plateforme Celsius. Et comme Celsius avait une grande partie de sa trésorerie bloquée en STETH, il ne pouvait pas assumer tout cet retrait. Et c'est pour ça que Celsius a pris la décision de tout simplement couper les retraits. Donc actuellement, c'est une situation très délicate pour Celsius. Ils ont même embauché une entreprise pour les aider à remonter la pente. Les retraits sont toujours bloqués. Les utilisateurs se plaignent, bien sûr, parce que ils sont un peu victimes de la mauvaise gestion de Celsius. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certaines plateformes centralisées sont un peu comme des boîtes noires, comme les banques, et on ne sait pas vraiment ce qu'elles font avec nos fonds. Affaire à suivre, en tout cas ça fait très peur. Tu as une autre plateforme centralisée qui a temporairement bloqué les retraits en Bitcoin. Dans ce cas-ci, c'est Binance. Heureusement, ce retrait était temporaire. Mais bon, juste pour te montrer que quand on dit que sur les plateformes centralisées, tes cryptos ne t'appartiennent pas, c'est parce que ces plateformes, elles peuvent décider de bloquer tes fonds si elles ont des problèmes. Passons maintenant à l'affaire 3 Arrows Capital, 3AC. C'est une des plus grosses sociétés qui gère des fonds en crypto. Leurs fondateurs sont des traders d'exception. C'est censé être des traders très talentueux qui ont fait de très très belles performances. 3AC a eu jusqu'à 18 milliards de dollars sous gestion. Parmi les investissements de 3AC, on retrouve des beaux projets comme Avalanche, NIR, AAVE, Terra Luna. Et là, il se pourrait qu'ils soient au bord de la faillite. On va revenir sur 4 éléments qui pourraient expliquer leur descente aux enfers.
Premièrement, ça concerne Terra Luna. En fait, ils avaient acheté 559,6 millions de dollars en Luna qui étaient bloqués et ces Luna valent aujourd'hui 670 dollars. Donc eux aussi, ils ont des problèmes de liquidité qui ont commencé avec le crash de Terra Luna. Ensuite, de par leurs investissements, ils ont beaucoup de tokens qu'ils ne peuvent pas utiliser car ils sont bloqués et libérés au cours du temps. Donc ça aussi, ça montre qu'ils n'ont pas une liquidité très élevée. Ensuite, pour faire travailler les fonds qu'ils gèrent, ils font beaucoup de lending et avec la baisse brutale du marché, ils se sont fait liquider pour 400 milliards, non, pardon, pas 400 milliards, non. Avec la baisse brutale du marché, ils se sont fait liquider pour 400 millions de dollars, pardon. Bon, je ferai une vidéo très détaillée sur le concept de lending et borrowing car c'est une notion extrêmement importante à comprendre. L'autre événement, c'est que quand tu as un projet qui lève des fonds, A3C leur propose de faire travailler leur trésorerie dormante contre des rendements à 8%. Et tous ces événements ont contribué à la faillite de 3AC. On ne sait pas trop où sont les fonds qui sont censés faire travailler. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils entraînent avec eux les entreprises dans lesquelles ils ont investi. Par exemple, tu as la société Finblock qui a dû bloquer les retraits sur sa plateforme parce qu'elle a été directement impactée par la faillite de 3AC. Tu as une autre plateforme qui a posé ses retraits et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est à qui le tour ? Donc ce qui se passe actuellement, c'est très spécial. On voit que les gros acteurs de la crypto-monnaie sont en train de s'effondrer. Et pour terminer, je voulais juste partager une petite réflexion. Pour moi, tu vois, la CeFi, elle est vraiment similaire aux banques. Même si elle gère des cryptos, on retrouve les mêmes problèmes. Ce sont des boîtes noires. On ne sait pas vraiment ce qu'elles font avec notre argent. Leur proposition de valeur, c'est certes de faire travailler nos cryptos sur la DeFi à notre place contre un rendement garanti. Mais là, on voit comment ça se termine et ça ne donne pas du tout confiance. Gestion du risque zéro, alors que c'est censé être des professionnels. Elles nous entraînent dans leur faillite. Et tu vois, si des plateformes dont le métier est de gérer des fonds arrivent à se mettre dans des situations de faillite pareilles, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité et j'ai envie de dire autant le faire soi-même. Je préfère faire travailler mes cryptos moi-même, avoir la propre possession de mes cryptos que les confier à quelqu'un qui finalement va me mettre dans des problèmes. En tout cas, c'est ce qu'on fait dans le Club Alpha. Dans le Club Alpha, on met en place des stratégies DeFi pour faire travailler nos cryptos. Il y a le challenge 10K où je te partage vraiment en toute transparence toutes les opérations qu'on fait. Je te partage aussi les galères parce que faire travailler ces cryptos sur la DeFi, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la DeFi que je t'invite très fortement à regarder parce que c'est une notion qui est très essentielle à comprendre, surtout si tu veux te servir des crypto-monnaies pour faire travailler et évoluer ton capital. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me partager tes retours. Pense à Dior, parce qu'ici, il n'y a aucun conseil en investissement. Pense à t'abonner, lâcher un petit pouce j'aime et des commentaires si ce n'est pas fait. Sinon, moi, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.